Le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique a pris fin hier à Paris. Les participants sont unanimes sur la complexité et le caractère global de la menace terroriste. Une réelle volonté politique s'est dégagée de renforcer les capacités militaires africaines. Des décisions importantes ont été également prises dans le domaine des partenariats économiques et du développement. C'est le Mali qui accueille le prochain sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Le récit de nos envoyés spéciaux, Oumar Moussa Traoré et Idrissa Traoré. Le communiqué final du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique souligne le renforcement des capacités militaires africaines. La France a fait des annonces dans ce sens en acceptant de procéder à la formation de 20 000 soldats africains par an. Le sommet a permis de réaffirmer le caractère complexe et global de la menace terroriste. Ce sommet confirme le consensus qui se dégage au sein de la communauté internationale depuis maintenant quelques temps sur la nature des menaces et la nécessité donc pour les États de mettre leurs capacités ensemble et de faire en sorte que cette mutualisation soit aussi efficace sur le plan opérationnel. D'où l'idée qu'il faut procéder à des formations. La France a fait une offre de formation, d'assistance en conseil, en équipement, en renseignement aussi. Et je crois que c'est en droite ligne un peu de toutes les actions que nous-mêmes nous avons entreprises au plan national, au plan bilatéral avec certains partenaires, mais aussi au plan multilatéral dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, c'est-à-dire comment renforcer d'abord nos capacités pour qu'au plan interne, nous puissions faire face à un certain nombre de missions qui sont les nôtres de manière permanente, et comment être en position aussi, en capacité de nous insérer dans un dispositif avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires régionaux, nos partenaires extra-régionaux. Autre volet sur lequel les conclusions du sommet ont mis l'accent, c'est la création d'une force rapide d'intervention africaine. Mais cette idée risque de ne pas se concrétiser dans l'immédiat. C'est un objectif important. Maintenant, il faut bien savoir que ce n'est pas demain que nous aurons une force continentale. L'important, c'est que nous puissions y aller par étapes, que petit à petit, au niveau régional, sous-régional, et dans les espaces stratégiques qui sont concernés, que les pays qui sont les plus directement concernés puissent se doter de capacités mutuelles, de capacités communes. Et je pense que c'est plus l'état d'esprit qu'il faut voir que de penser que dès demain nous aurons une force continentale. Mais je pense que la situation du Mali a bien démontré que tous nos pays avaient des difficultés similaires à avoir des troupes capables de se déployer dans un court délai, et avec les équipements nécessaires, avec des procédures homogènes. Et donc, il va falloir justement, dans les semaines, dans les mois à venir, pallier à ce déficit-là, faire en sorte qu'au sein de nos États et qu'entre nous-mêmes, nous puissions avoir des unités qui se forment ensemble, qui sont équipées ensemble, qui apprennent à intervenir ensemble, c'est-à-dire qui sont prépositionnés. Une rencontre a eu lieu sur le dossier centrafricain en marge du sommet. Et ce sont finalement 1600 soldats français qui sont déjà déployés dans ce pays en proie à une rare violence. S'agissant du domaine des partenariats économiques et du développement, d'importantes décisions ont été également prises. Ainsi, 15 milliards d'euros seront mobilisés pour l'Afrique pendant les 5 années à venir. Ce pactole devrait favoriser les investissements sur le continent. À cela s'ajoute l'objectif du doublement des échanges entre la France et l'Afrique d'ici à 2020. Dans la même foulée, dans le cadre de l'aide publique au développement, la France contribuera au développement de l'Afrique par un financement AFD d'environ 20 milliards d'euros. C'est notre pays qui accueille le prochain sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Juste après la clôture du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, le président de la République a présidé l'ouverture du Salon de l'artisanat et du tourisme de Montreuil hier samedi. L'événement, qui est à sa 9e édition, est placé cette année sous le thème paix et réconciliation. Il devrait permettre aux artisans de la diaspora de mieux valoriser leur création pendant une semaine à travers une gamme variée de produits artisanaux et touristiques. Le Salon de l'artisanat de Montreuil, c'est un niveau d'investissement de 12 milliards de francs CFA environ. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le communiqué final du sommet
C'est le tout Montreuil qui avait rendez-vous ce samedi après-midi avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, particulièrement heureux de retrouver ses compatriotes, mais aussi des amis de longue date. Le Montreuil politique était là au grand complet. L'actuel maire écologiste Dominique Voynet, l'ex-ministre qui n'est pas candidate à sa succession au municipal de mars prochain, a fait le déplacement. Tout comme son emblématique prédécesseur, le communiste Jean-Pierre Brard, qui souhaite lui succéder après avoir exercé un mandat d'un quart de siècle environ. Cet aéropage était réuni autour du chef de l'État à l'occasion d'un événement devenu désormais un rituel dans cette ville de la banlieue parisienne de plus de 100 000 habitants, considérée comme la première ville malienne de la France. Il s'agit du Salon de l'artisanat et du tourisme de Montreuil. L'édition 2010 a rapporté la somme de 160 millions de francs CFA aux artisans maliens. Le tourisme malien, dont le fondement est la culture, a réalisé une croissance continue de ses indicateurs de 2002 à 2011 pour atteindre un niveau d'investissement estimé à plus de 12 milliards de francs CFA et des recettes évaluées à 100 milliards de francs CFA pour près de 20 000 emplois créés directs et indirects. L'édition de cette année, 9e du genre, a pour thème paix et réconciliation. Pendant une semaine, une soixantaine d'artisans exposeront leur savoir-faire et tenteront de nouer des relations d'affaires avec de nouveaux partenaires en vue de booster davantage ce secteur en bonne santé dans cette ville malienne de la France. Le chef de l'État, qui ne pouvait pas ne pas échanger avec ses compatriotes, a saisi cette occasion pour les entretenir des nouvelles du pays. Il a ainsi développé certaines questions de la vie de la nation qui lui tiennent à cœur. La lutte contre la corruption et la délinquance financière, la lutte contre l'impunité, la construction d'un État impartial et d'une nation arc-en-ciel, entre autres, ont été abordés. Voilà, nous reviendrons plus en détail demain sur cette cérémonie d'ouverture de la 9e édition du Salon du tourisme et de l'artisanat de Montreuil. Après l'étape de Paris, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en début de soirée à Bruxelles. Demain, le chef de l'État entame la partie de sa visite consacrée à la Belgique. Plusieurs rencontres avec les autorités belges et européennes sont prévues au programme. Ibrahim Boubacar Keïta se rend notamment au Conseil européen. Nos envoyés spéciaux nous feront revivre donc les temps forts de l'étape de Bruxelles. Après le premier tour des élections législatives, le ministre de l'administration territoriale a rencontré ce matin à son département les préfets. Cette rencontre se voulait un cadre pour analyser les difficultés rencontrées lors du premier tour et discuter des stratégies pour améliorer le second tour de ces élections prévues pour le 15 décembre prochain. Reportage de Adreman Mega. 3 sujets étaient au centre de la rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les préfets des différents cercles du Mali. Le premier sujet était relatif à la neutralité des représentants de l'État aux élections législatives. Le ministre Moussa Senko Koulibaly a rappelé à ses interlocuteurs le rôle de l'administration dans la réussite de ce processus électoral. La réussite de ces échéances électorales est la base de la stabilité du pays et surtout une porte de sortie de la crise que notre pays a connue. Notre administration est neutre et impartiale. Nous ne défendons aucun parti. Nous ne défendons aucun candidat. J'insiste lourdement là-dessus. L'administration est totalement neutre dans cette élection. Le second sujet à l'ordre du jour de ce face-à-face entre le ministre et les préfets concerne la bonne organisation matérielle du second tour de ces législatives. Selon le ministre, même si ces élections ont été jugées satisfaisantes, des insuffisances demeurent en la matière. Nous devons être vigilants. Les problèmes de sécurité, ce n'est pas uniquement à Gao, à Kidal ou à Tombouctou, mais c'est dans toutes les régions, dans toutes les localités. Pour gagner ce pari de ce deuxième tour prévu le 15 décembre prochain, le ministre Moussa Senko Koulibaly a invité ses interlocuteurs à sensibiliser davantage les électeurs et à bien former les agents électoraux.
Le Comité national de légal accès aux médias d'État rappelle aux partis politiques, groupements des partis politiques et candidats indépendants les conditions d'enregistrement et de passage des messages de campagne pour le deuxième tour des législatives. L'enregistrement et la diffusion des messages commencent demain lundi sur les médias d'État avec quelques changements. Les détails seront donnés ici par Chekne Kamisoko, magistrat et membre du Comité national de légal accès aux médias d'État. Les propos sont recueillis par Cheikh Omar Sangare. Au premier tour, on avait près de 115 listes candidates dans les différentes circonscriptions du pays. Et pour cela, on ne pouvait que donner 2 minutes de temps d'antenne comme fourchette de base à toutes les listes candidates et assortie de bonifications pour les listes qui étaient présentes dans plusieurs localités. Mais compte tenu de ce qu'au deuxième tour, il nous reste 25 listes candidates pour l'ensemble du territoire, c'est-à-dire 23 partis politiques et 2 listes indépendantes. Cette opportunité nous permet de donner davantage de temps d'antenne aux uns aux autres, ce qui nous amène à choisir le temps plancher de 4 minutes pour l'ensemble des listes candidates. Il y a lieu de préciser la notion de liste candidate parce que les listes candidates concernent les partis politiques d'une part et les listes indépendantes de l'autre part. On ne donne pas un temps d'antenne à telle liste de candidats dans telle commune, mais un temps d'antenne pour les 23 partis politiques et un temps d'antenne pour les 2 listes candidates. Alors donc, ce plancher étant donné, et au fur et à mesure de la diffusion des messages de campagne, et tout parti indépendant qui a, par exemple, qui est présent dans 5 localités, a une minute supplémentaire de 5 à 14. Ils ont une minute supplémentaire qu'on appelle bonification. De 15 à 24, ils ont 2 minutes supplémentaires. Et plus de 25 listes, ils ont 3 minutes de bonus. Donc, ce qui explique qu'on peut avoir soit 4 minutes seulement, ou 4 minutes plus 1 bonification, 4 minutes plus 2 bonifications et 4 minutes plus 3. Voilà un peu comment ça va se passer au deuxième tour. À présent, le contenu de ce communiqué dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 15 décembre 2013, le président du Comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain lundi 9 décembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h CDS, 9h30 ADP Maliba, 10h UDD, 10h30 UMRDA Faso-Digi et 11h Sadi. Parlons toujours élection avec la plateforme des femmes qui a rencontré les femmes candidates aux législatives dans les locaux du CNDIF. La rencontre est initiée par le groupe Pivot Droit et Citoyenneté. Il s'agissait d'échanger avec les candidates les difficultés rencontrées, proposer des solutions permettant aux futurs députés d'accéder à l'Assemblée nationale. Fatoumata Kone. La réussite des femmes aux législatives du 24 novembre 2013 est peu brillante. Pour preuve, sur 146 candidates, 16 sont au second tour et seulement une femme est déjà élue. Ce constat est du groupe Pivot Droit et Citoyenneté. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les femmes candidates? Comment faire en sorte que celles qui sont retenues franchissent le deuxième tour sans problème? Bref, évaluer le parcours des femmes aux législatives, définir les difficultés et proposer des solutions permettant à celles-ci d'accéder à Bagadadji. Tels sont les motifs de cette rencontre à l'intention des femmes candidates. Nonobstant ces résultats qu'il faille bien préserver, nous pensons que la tâche semble ardue, mais pas au-dessus de nos moyens. Et il est impérieux de poursuivre l'effort, eu égard les urgences, surtout que les candidats traversent la période la plus critique. Pour l'émergence des femmes politiques, c'est une tâche très difficile, mais pas impossible. Et la marche serait un peu lente, buteuse, mais on y arrivera quand même. Pour la représentante de la MINUSMO, ces législatives doivent servir de leçon aux femmes. Elles peuvent profiter de ces leçons pour se faire une place de choix au municipal, a-t-elle ajouté. Au cours de la rencontre, les questions ont porté sur le manque de formation adéquate, le manque de moyens logistiques, le faible niveau d'instruction des délégués, la nouvelle forme de corruption lors de ces législatives, entre autres.
Voilà, nous le disions tout à l'heure, après l'étape de Paris, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en début de soirée à Bruxelles. Demain, le chef de l'État entame la partie de sa visite consacrée à la Belgique. Plusieurs rencontres avec les autorités belges et européennes sont prévues au programme. Ibrahim Boubacar Keïta, que vous apercevez sur ces images, seront notamment au Conseil européen. Nos envoyés spéciaux nous feront revivre les temps forts de cette étape consacrée à Bruxelles. Retour à Bamako avec Fanadei Entertainment et ses partenaires qui ont procédé hier à la remise des prix et plusieurs autres cadeaux au lauréat du premier numéro de l'émission Télé-réalité, Case des métiers. Au départ de l'émission Case des métiers, il y avait 205 postulants. Abdul Karim Kaba. La toute première lauréate de l'émission Télé-réalité Case des métiers est Fatoumata Sidibé. Elle a été choisie parmi les 6 candidats retenus par les organisateurs. Fatoumata Sidibé reçoit ici des mains du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle son prix. Déjà, la gagnante a une idée claire de son métier. Moi, je suis très contente, très heureuse d'avoir été la gagnante, surtout de cette première édition de la Case des métiers, à la recherche d'un animateur, un métier que tout le monde sait, c'est pas facile. Nous voyons tous les jours les animateurs derrière les caméras, ils parlent, on aime bien les critiquer, mais on ne se met pas une seule seconde en tête qu'ils ont un lourd travail à faire tous les jours. Case des métiers est une initiative qui a pour objectif de détecter les talents en herbe dans le domaine des médias, mais également de les former. Il y a des moments où on part chercher des personnes qui n'ont jamais animé, qui n'ont jamais été formées, et on les prend avec nous pendant des semaines et des semaines pour essayer de les mettre en confiance pour qu'ils puissent animer nos émissions. En plus du fait que la Case des métiers permet de découvrir des talents, c'est aussi, à mon avis, un bon espace pour sensibiliser les artistes, les artisans du Mali. Je pense que lorsqu'on voit des jeunes Maliens talentueux, c'est aussi de notre devoir de les appuyer. Et cet appui-là, vous allez l'avoir, Inch'Allah. La PEJ, au nom du ministre, a offert des batteries de sonorisation à Fanadei Entertainment. Les artistes Mohamed Diaby et Omar Konati et son groupe ont agrémenté la soirée. Le bureau issu du 4e congrès du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, vient de dévoiler l'agenda de son mandat de 3 ans. C'est au cours d'une conférence de presse animée par le président du Conseil. Les défis à relever par les 27 membres du comité exécutif sont entre autres l'accompagnement du gouvernement dans sa mission, le renforcement des capacités professionnelles des jeunes. Le bureau compte sur l'appui de ses partenaires et l'accompagnement du gouvernement pour atteindre ses objectifs. Agali Agalissa. En organisant cette rencontre avec les journalistes, le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, entend porter à la connaissance du public son plan de travail pendant les 3 années à venir. Les axes de travail s'articulent autour de 4 grands. Donc le premier, j'ai dit, nous héritons d'une structure qui est complètement à terre et nous allons travailler à le relever, à lui donner une vraie crédibilité, à la fois aux yeux des partenaires, mais aussi aux yeux des jeunes qu'il est censé représenter. C'est une structure qui a été paralysée par une crise depuis 3 ans. Et l'autre axe principal, qui est l'axe fort sur lequel on veut travailler, c'est l'accompagnement des autorités dans le processus de réconciliation nationale. C'est un chantier important. La jeunesse a son mot à dire. Et le 3e chantier, le 3e axe, c'est l'axe de la formation. Nous voulons apporter, proposer, effectivement être des acteurs qui proposent des solutions sur tout ce qui concerne le volet formation des jeunes, mais proposer nous-mêmes des petites sessions de formation à l'intention de nos camarades jeunes. Pour l'atteinte de ces objectifs, le premier responsable du Conseil appelle les jeunes à l'unité. C'est un mandat de 3 ans qui commence. Donnons-nous la main autour des défis, des vrais défis qui s'appellent emploi, formation des jeunes. Et c'est uni dans l'entente qu'on peut arriver effectivement à relever ces défis, pas dans la division. Initiative soutenue par le département en charge de la jeunesse. Invitons les uns les autres à les accompagner. Ce n'est qu'un mandat de 3 ans. Ceux qui ont des ambitions, ils peuvent exprimer leurs ambitions dans le groupe pour que la jeunesse soit renforcée. Les organisateurs de la conférence ont fait observer une minute de silence à la mémoire de l'ancien président sud-africain décédé cette semaine. Le chef d'état-major général des armées, le général Mahaman Touré, séjourne à Gao depuis hier. Au 2e jour de sa visite, il a rencontré la troupe au camp 1 de Gao où il a échangé avec elle sur la situation sécuritaire ainsi que les conditions de vie des hommes. Il a aussi procédé à la visite des locaux des différents camps de la zone de défense numéro 1 de Gao. Les précisions de Bouakar Bablé Touré.
Le point de départ de cette visite a été le camp 1 de Gao, où le chef d'état-major général des armées, le général de division Mahaman Touré, a tenu à rencontrer la troupe à la base afin de s'informer des réalités du terrain et d'offrir à ces hommes un meilleur cadre de travail. Au cours des échanges, plusieurs préoccupations ont été évoquées. Pour atteindre ces objectifs, des mesures d'accompagnement s'imposent, à savoir le respect de la discipline, la prise en compte des préoccupations des hommes dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, mais aussi l'amélioration des conditions de vie, de travail. C'est d'entendre de la bouche des hommes même leurs préoccupations. C'est ce que nous avons essayé de faire ce matin, en allant au contact des militaires et ensuite rassurer. Je pense qu'un des éléments de confiance, c'est le fait que les militaires se rendent compte que nous sommes là pour répondre à leurs préoccupations. Ce programme de visite du général Touré l'a conduit aux infrastructures des différents camps de Gao en état de délabrement. Là, des mesures urgentes s'imposent. La première des préoccupations, c'est les problématiques d'infrastructure. Nous sommes dans une zone dans laquelle il est nécessaire pour les militaires, après beaucoup de destruction, non seulement pour les populations civiles que pour les populations militaires, que les militaires soient dans un minimum de conditions, que les centres de télécommunication puissent permettre de prendre en compte les réseaux qui sont en communication régulière, mais aussi que le minimum de conditions de vie puisse être satisfait. Pour se rassurer des nouvelles mesures de sécurité autour de la ville, le chef d'état-major général des armées du Mali a fait un tour aux principaux checkpoints. Nous restons à Gao avec la cérémonie de passation de service vendredi dernier, donc entre le commandant sortant du camp Firoun de Gao, le lieutenant-colonel Kassoum Goïta, et le commandant rentrant Lassine Keita. La dite passation a été présidée par le commandant de la première région militaire, le colonel Oumar Diarra. Le commandant rentrant Lassine Keita focalisera sa mission sur le respect et la discipline au sein de sa troupe. En marge de cette cérémonie de passation, des certificats de bonne conduite ont été remis à des sous-officiers et des hommes de rang qui doivent faire valoir leur droit à la retraite cette année. Voilà cette cérémonie de passation de service vendredi dernier entre le commandant sortant du camp Firoun de Gao, le lieutenant-colonel Kassoum Goïta, et le commandant rentrant Lassine Keita, et les récipiendaires qui doivent faire valoir leur droit à la retraite cette année. La communauté rurale de Domba, dans le cercle de Bougouni, aura bientôt un institut de formation agro-silvio-pastorale. Les autorités locales, en partenariat avec l'ONG américaine Bildon, viennent de procéder à la pose de la première pierre de cet établissement secondaire. La remise des clés d'une école similaire aux autorités de la région de Sikasso est attendue dans 3 jours et sa construction va coûter 100 millions de francs CFA, dont 64 millions financés par l'ONG Bildon. Adam Koulibaly. Les représentants et représentantes des 10 000 habitants de la commune rurale de Domba dans le cercle de Bougouni, plus le personnel de l'ONG Boldon, se sont retrouvés sur le site de la construction du futur institut agro-silvo-pastoral pour procéder à la pose de sa première pierre. Le choix de Domba est blanc parce que l'ONG a voulu d'abord travailler dans une commune où elle a beaucoup de réalisations. Donc ensuite, dans cette commune, l'ONG a souhaité travailler dans un village où elle a déjà travaillé par le passé, où notamment, et de préférence, où elle a déjà fait et le premier cycle et le second cycle. Cette école de formation sera construite dans le village de Bla, un village à quelques kilomètres du chef-lieu de commune. Il est aussi prévu la construction d'une infirmerie avec des salles de soins. Le coût total qui sera investi est estimé à 100 millions de francs CFA, dont 104 millions de l'ONG initiatrice Buldon et le reste par les collectivités locales. Au Mali, nous avons construit à peu près 200 écoles. Donc nous avons décidé de nous arrêter après ces 200 écoles pour regarder un peu derrière nous, pour évaluer un peu l'impact au niveau des communautés et aussi voir l'état physique des bâtiments. Donc nous nous sommes rendus compte que pour en tout cas venir un peu plus en aide aux enfants, peut-être qu'il fallait aller un peu plus loin, donc songer à une école secondaire. C'était la grande joie chez les populations de cette commune, qui pour elles, l'école permettra de former leurs enfants sur les techniques de l'agriculture et de l'élevage, des activités des habitants de la zone. Nous disons merci à Dieu, merci à Bildon, merci vraiment à tous ceux qui vont s'investir pour la réalisation de ce projet. Les autorités locales ont salué l'ONG américaine Bildon pour sa générosité à aider le Mali pour son développement.
L'ONG internationale Plan Mali vient de doter les 25 centres de santé de Baroueli d'un important lot d'équipement médical. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu vendredi dernier à Baroueli en présence des autorités administratives de Ségou, des responsables de Plan Mali et des notabilités de la localité. Lamine Keita. Composé entre autres de boîtes d'accouchement, de tables de pansement, de balances pèse-bébé, des lits d'observation d'armoires, ce matériel médical est un appui important permettant de réduire considérablement la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans les districts sanitaires de Baroueli. Il est offert par Plan Mali dans le cadre du projet WATCH, santé maternelle, néonatale et infantile. Les équipements que nous remettons ce matin ont un montant de plus de 36 millions de francs CFA. Donc nous avons déjà remis un lot à Kangaba et après Baroueli, nous allons remettre également un lot à Kita. Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu ce lot de matériel. C'est sur la base d'un certain nombre de recommandations effectuées par le comité de suivi que le plan a bien accepté de nous accompagner à mettre à la disposition de nos CESCOM ces matériels de très bonne qualité. Donc c'est un challenge. Donc désormais les équipes de CESCOM du district sanitaire de Baroueli sont condamnées à vraiment bien travailler et à rehausser le niveau des indicateurs en ce qui concerne la prise en charge des urgences obstétricales et des soins néonataux. Le maire de Baroueli a salué Plan Mali pour ces gestes importants qui traduit en actes concrets la politique nationale de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'eau potable peut changer la vie. Elle a fait dans le village de Sangué, dans le cercle de Bla. Dans ce village de 2000 habitants, l'ONG Wateré est venu mettre fin au calvaire des populations qui gardent jalousement leurs pompes aujourd'hui. Envoyé spécial à Bokar Traoré, qui est Emmanuel Dambélé. Dans le village de Sangué, cercle de Bla, depuis que WaterAid a installé 2 fourrages, la situation a beaucoup changé. Aller chercher de l'eau potable à 4 km de là est désormais un triste souvenir alors que les maladies liées à l'eau ont fortement diminué. L'approche qui met l'eau potable à disposition s'accompagne d'une inculcation de nouvelles pratiques d'hygiène que même les enfants respectent avec fierté. Quand tu viens puiser de l'eau, tu dois te débarrasser de tes chaussures avant de monter sur la plateforme. Il te faut utiliser un bidon ou un autre récipient que tu peux fermer hermétiquement. Cette eau doit être transvasée dans une jarre propre et fermée. Monter sur la plateforme de la pompe en chaussures, par exemple, équivaut à une amende et l'eau des anciens puits n'est plus consommée. Pour l'agent de santé communautaire du village, la disponibilité de l'eau potable leur a enlevé une grosse épine du pied. Il y a des médicaments qu'on ne peut diluer que dans l'eau potable. Souvent, nous demandons aux parents de nous apporter de l'eau de cette pompe. Moi-même, je dilue le médicament, par exemple les sels de réhydratation orale. L'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement peut contribuer à la réduction des maladies, et y compris à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, puisque les femmes enceintes aussi ont besoin d'eau potable, les enfants ont besoin d'eau potable. WaterAid mène de telles activités d'accès à l'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans 23 communes à travers le Mali. C'est ainsi que l'ONG construit ou aide à construire des latrines modernes adaptées à tous, avec en plus des séances de sensibilisation pour une meilleure hygiène. En 5e région, le projet de réhabilitation des écosystèmes dégradés du delta intérieur du Niger, Redine, a conduit une visite intercommunale sur le site de restauration de la forêt de Mbiba en vue de son appropriation par les autorités communales de Kona, Borondougou et Kunari. Celle-ci s'engage à consolider et à pérenniser ce acquis du projet qui s'achève à la fin de ce mois, après plus de 4 ans d'existence grâce au financement de l'Agence suédoise de coopération au développement international ASDI. Reportage de Jules Sambou-Sissoko. De toutes les initiatives du projet de réhabilitation des écosystèmes dégradés du delta intérieur du Niger, Redine, lancé en 2009 en 5e région, la restauration de la forêt de Mbiba dans le sac de Mopti attire bien l'attention. Plantation d'arbres, technique d'infiltration appropriée avec une ceinture de grillage sur près de 10 hectares. Le travail accompli ici est colossal. Puisque le projet prend fin dans quelques semaines, il est aujourd'hui question de l'appropriation du site restauré par les autorités communales, d'où cette visite de terrain. Cette restauration découle d'un long processus. Et c'est au terme de ce processus-là que nous avons mené un certain nombre d'activités au niveau de cette forêt
que nous partageons aujourd'hui avec les autorités communales pour qu'elles s'approprient l'activité et qu'elles puissent la répliquer sur d'autres sites dégradés. Les enjeux environnementaux sont bien compris ici. C'est pourquoi les premiers bénéficiaires des actions positives du projet Redin s'engagent à consolider les acquis. Moi, à mon avis, je crois que le travail est bon. Surtout aussi avec les techniciens qui nous montrent. Alors, avant, nous croyons que ça ne peut pas être, parce que la terre est très dure. Dans quelques années, ça va bien marcher, ça va devenir une grosse forêt. Ce site appartient à une forêt qu'on appelle la forêt de Mbiba qui fait environ 127 hectares. Et le site sur lequel nous avons travaillé représente à peu près 9 à 10 hectares. Donc, comme vous l'avez vu vous-même, nous avons utilisé des techniques consistant à la réalisation des lignes en pierre sur courbe de niveau. Les courbes de niveau ont été construites par les villageois qui ont été formés à cet effet par le projet. Cette expérience pilote du projet Redin dans la région de Mopti mérite d'être protégée de l'influence humaine et de ses effets collatéraux. Je vous le disais dans le titre, la réfection des routes de la ville de Kayes est désormais une réalité. Les tronçons allant du rond-point Shell à l'hôpital Fousseini Daou et de la voie express à la direction régionale de la douane ont été rénovés. C'est là grâce aux sollicitations des autorités régionales auprès du gouvernement qui, à travers le ministère de l'équipement et des transports, n'a ménagé aucun effort pour la réparation du réseau routier de la cité des Rails. Une équipe de l'ORTM Kayes dirigée par Kansotou Kanouté a fait un tour en ville pour voir l'état d'avancement des travaux. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Équipement et des Transports, a répondu favorablement aux requêtes des plus hautes autorités de la ville de Kayes. En effet, la réfection des tronçons allant du rond-point Kasso, plus connu sous le nom du rond-point de la station Shell, jusqu'à l'hôpital régional Al-Fousseini Daou et de la voie express du rond-point Harlem jusqu'au niveau de la direction régionale de la douane de Kayes, ces travaux en constituent une belle illustration. Pendant l'hivernage, le passage était un calvaire. Il y avait 3 caniveaux qui se croisaient ici. La route n'était pas bonne. Pour amener un malade à l'hôpital, c'était un problème ici. Ça nous économise le temps pour ne pas faire les va-et-vient dans les trous. Auparavant, on traversait cet endroit quand il y avait des rails. Aujourd'hui, les rails ont été enlevés pour en faire un rond-point. Et nous en sommes très fiers, ça a rendu la ville très coquette. Nous sommes tous les jours assis à notre siège. Quand les voitures passaient, on avait la peur au ventre. Maintenant, nous ne nous rendons plus compte du passage des véhicules, tellement que les routes ont été bien faites. Le toilettage des routes de Kayes relève de 2 programmes. D'abord, dans le cadre du projet Sandare Kayes d'Iboli, c'est un entretien périodique. Donc, dans le cadre de ce programme, de la réalisation de ce programme, donc la section urbaine de Kayes a bénéficié d'importants investissements. Au niveau du carrefour également, le principal carrefour de Kayes, il y a eu également des investissements très importants. Dans le cadre de ce projet, vous avez constaté que le sol support a été bien aménagé. La ville de Kayes fait frontière avec 3 pays voisins, ce qui implique un trafic très intense au niveau de la commune urbaine. L'entretien du réseau routier d'une si grande envergure est très salutaire. L'entretien à ce stade-là, vraiment, nous va droit au cœur. Quant à la participation de la mairie, on intervient surtout en amont des travaux pour sensibiliser la population, et notamment les transporteurs routiers. Donc pour ce qui concerne les dispositions, nous avons déjà commencé, et avant les travaux d'entretien, nous avons commencé le curage le long des routes concernées par l'entretien. Nous sommes en train de continuer avec le curage. On va poursuivre jusqu'au 31 décembre. Ensuite, il y a une seconde phase qui est prévue pour le premier trimestre 2014. Le chef de l'exécutif régional a remercié le département de l'équipement et des transports qui a bien voulu appuyer les efforts de réfection des routes. Il dira que les ronds-points actuellement constitués de pneus usagés et de vieux fûts seront aménagés à souhait afin de rendre la circulation fluide au niveau de la ville. Vous savez que les routes aussi, ça coûte très cher. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits. Nous allons tenter d'obtenir que plus d'efforts soient faits. Vous avez pu voir qu'au niveau du pont, en descendant du pont ou en montant sur le pont, vous avez vu que le rond-point a été assez bien aménagé là-bas. Hein, c'est des ouvrages d'art qui sont là-bas. Les autres ronds-points sont appelés à être également aménagés de cette façon-là.
Et à ce titre-là, nous allons continuer les entretiens avec les collectivités locales, mais également avec toutes les bonnes volontés de CAI. Et la finalité également, c'est qu'au-delà de l'aménagement de ces carrefours-là, c'est d'avoir des feux tricolores. Toute la population de CAI est heureuse pour ces routes qui ont été réfectionnées. Nous demandons à tout un chacun de prendre soin de ces nouvelles voies. Du cinéma présent dans ce journal, désormais les Maliens pourront regarder des films en 3D. La technique a été lancée hier soir en avant-première au cours d'une projection test à la salle Babemba de Bamako. Une projection qui fait suite à la rénovation du cinéma Babemba, fermé depuis bientôt 1 an. La réouverture est marquée par le changement de nom de cette salle mythique du Mali qui s'appellera désormais Magic Cinéma. Mouribo Soirée. Situé en plein cœur de Bamako, le désormais ex-cinéma Babemba, à travers cette projection test de films en 3D, rentre dans le quota des salles modernes en matière de diffusion cinématographique. Cette technique ultra-moderne marque la reprise des activités de la salle qui s'appellera désormais Magic Cinéma. Les 35 mm avec l'ancienne Babemba, il fallait s'arrêter parce que les 35 mm franchement c'est dépassé et le film était pratiquement en retard avec 2 mois, 3 mois. S'il est sorti, quand on avait les bandes, donc les choix souffraient, soit migrer en numérique, soit carrément fermer la salle. Pour cette projection test en 3D, chaque spectateur à l'entrée de la salle reçoit du personnel de Magic Cinéma une paire de lunettes appelées passives, conçues spécialement pour regarder un film numérique en 3D sur écran géant. Vous êtes obligé de porter ces lunettes dans la mesure où vous ne les portez pas, mais vous verrez que le film est flou à l'écran. Or, quand vous chaussez ces lunettes, eh bien, le film devient d'un seul coup non seulement clair, mais vraiment net. Et en plus, vous avez les acteurs qui viennent vous voir dans la salle. Pour ce faire, les régies de production sont équipées de projecteurs de films numériques en 3D et d'un équipement audio Dolby 7.1 garantissant une qualité d'écoute exceptionnelle. Le film proposé ce samedi soir s'intitule Hugo Cabret, un film de 2 heures que les cinéphiles ont pu savourer grâce aux lunettes fournies pour la projection. C'est une avancée technique très importante pour le Mali. Et on vit les mêmes événements que la France, beaucoup de pays occidentaux. Et je reste encouragé, vu il y a 30 ans comment était la salle, et je crois que c'est très encourageant pour le Mali. On dirait que c'était moi-même qui tournais le film. J'ai été fortement impressionné par l'excellente qualité des images. À des moments, on a l'impression de rentrer dans le film, d'y participer, donc je pense que c'est très bien. Voilà donc des cinéphiles très heureux de savoir que le Mali est doté désormais d'une salle de cinéma digne de ses noms et qui répond au goût du jour avec l'avènement des nouvelles technologies. De quoi inciter bien évidemment le public à fréquenter de nouveau les salles obscures pour regarder un film en 3D. Voilà, Magic Cinéma, désormais à la pointe de la technologie. Le grand format de ce dimanche a fait un gros plan sur une des plus belles voix de la musique malienne que le public a découvert au début des années 90. Elle s'inspire de la musique traditionnelle du Wassoulou et évolue dans le monde des affaires et de l'exploitation agricole. Vous l'avez compris, il s'agit de Oumou Sangaré qui plaide la cause des femmes dans ses chansons. Cheikh Oumar Sangaré et Massa Doumbia sont allés à sa rencontre. 45 ans, c'est son âge. Mère d'un garçon, auteur de 6 albums et femme d'affaires depuis quelques années. Voilà brièvement présenté la star Oumou Sangaré. Originaire du Wassoulou, une zone réputée pour sa richesse culturelle, la chanteuse a hérité la musique de mère à fille. Cela explique sa présence qu'on peut qualifier de précoce sur la scène musicale. Mon tout premier spectacle, je l'ai fait à l'âge de 5 ans au stade Omnisport. Ça, c'est venu comment? Parce qu'on a organisé un concours entre les écoles maternelles. Et nous, on a eu les premiers prix. Moi, j'étais la chanteuse principale. Oumou Sangaré est inscrite à l'école fondamentale de Sogoniko en 1976. Elle n'est pas réussie au CP en 1982 au groupe scolaire de Daouda Bougou. Alors, elle met fin à sa vie scolaire, du moins temporairement. Quelque temps après, elle retrouve le chemin de l'école et abandonne définitivement en 8e année en 85, car très sollicitée pour animer les cérémonies de mariage, de baptême et autres à travers la ville de Bamako. Mais
C'est en janvier 1990 que sa carrière commence à prendre véritablement de l'envol avec la sortie de son premier album intitulé Moussoulou, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Pour elle, le coup d'essai a été un coup de maître. 3 ans plus tard, elle met sur le marché discographique un autre album, Bifrou. Ensuite, Denko en 1996, Ballon en 2002, Laban en 2003 et Kunandja, son dernier album en date, sorti en 2009. Depuis, l'artiste continue son ascension inspirée par les folklores de sa région d'origine, Sikasso. Je suis très attachée à la tradition, c'est ça qu'on a, c'est ça qui nous appartient, c'est ça qu'on peut montrer au reste du monde. La diva du Wassoulou, comme on l'appelle affectueusement, s'est produite sur plusieurs grandes scènes à travers le monde, dont les Central Park aux États-Unis d'Amérique. Et à chaque spectacle, Oumou harangue les foules. Au-delà de la musique, Oumou Sangaré est une femme d'affaires. Elle investit dans les secteurs de l'hôtellerie et est concessionnaire d'une marque de véhicules qui porte son nom. Oumou dispose également d'une fondation qui porte son nom, dont l'objectif est de venir en aide aux démunis. Ambassadrice de la FAO, la fille d'exploitants agricoles qu'elle est, Oumou Sangaré a un verger de 10 hectares dans les fermes de Baguineda. Une manière pour elle de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans son pays. À la saison de pluie, on cultive beaucoup de maïs. Je fais l'élevage des poules pondeuses, je fais des bœufs, je fais des oranges. Je fais beaucoup de choses, je fais même un peu de l'élevage des poissons. Combattante pour les droits des femmes et de la famille, l'artiste Oumou est convaincue du rôle de ses sœurs dans la société malienne. Elle lance un appel à toutes les femmes du Mali en général et celles de la 8e région en particulier pour la paix. Mali kono musoyo, farafina musoyo. Son talent lui a valu plusieurs distinctions, dont le prix UNESCO. Elle est aussi mandataire des arts et lettres de la République française depuis 1998. Toujours active, Oumou Sangaré prépare un nouvel album en duo avec son compatriote Cheikh Tidiane Seck en France. C'est ce qu'on appelle avoir plusieurs cordes à son arc, bel exemple à suivre. Du sport, la Supercoupe de basketball s'est jouée hier soir au pavillon des sports du stade omnisport Modibo Keïta en Dame. Le Djoliba AC s'est imposé face au stade malien 56-51. Et chez les messieurs, c'est le stade malien qui a pris le meilleur sur l'AS Real 70-65 à Sassoumaré. Cette Supercoupe opposant les champions et les détenteurs de la Coupe nationale annonce l'ouverture de la saison fédérale. D'abord en dames, le stade malien en blanc est face au Djoliba Athletic Club. Dès le départ, on sent que c'est le début de saison avec assez de déchets. Les joueuses ont de la peine à assurer. Le Djoliba Athletic Club domine légèrement avant que le stade malien réagisse et l'emporte de 3 longueurs à la mi-temps, 28-25. C'était sans compter avec la détermination des joueuses du Djoliba Athletic Club qui reviennent dans la partie pendant les 2 derniers quarts-temps, grâce notamment à Penda Touré en pleine réussite. Le Djoliba l'emporte 56-51. La rencontre des messieurs met aux prises l'AS Real en jaune et le stade malien de Bamako. L'entraîneur réaliste Zoumana Koulibaly choisit la carte de la jeunesse face aux expérimentés du stade. Partie très équilibrée jusqu'au moment où les stadistes font parler leur expérience. Les jeunes du Real ont beau s'accrocher. Le stade avait pris la distance et s'impose finalement 70-65. Page noire de ce journal, l'écrivain malien Moussa Konaté, décédé le 30 novembre dernier à Limoges, en France, a regagné sa dernière demeure ce dimanche. Il repose désormais au cimetière de Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, où une foule de parents, d'amis et de collaborateurs lui a rendu un dernier hommage. Lamine Keita. Ils étaient tous là, membres du gouvernement, parents, amis d'enfance, collaborateurs, membres de la Ligue des écrivains et éditeurs du Mali, pour rendre un ultime hommage au grand homme de culture, Moussa Konaté. Né à Kita en 1951,
Moussa Konaté consacra toute sa vie et sa carrière à l'écriture. L'homme a écrit et publié près de 40 livres de réflexion critique, d'essais politiques, romans, pièces de théâtre, littérature de jeunesse. Il est aussi le fondateur du festival Étonnant Voyageur qu'il a dirigé pendant 10 ans à Bamako. Je retiens de la disparition de Moussa Konaté un sentiment de frustration assez important dans la mesure où nous sommes camarades d'itinéraire dans l'écriture. C'est un peu moi-même qui s'en va. Tout ce que Moussa a pu penser, tout ce que Moussa a pu dire, tout ce que Moussa a pu écrire doit constituer une formidable inspiration pour les gens du Mali. Un pays qui a tant besoin d'écrivains, qui a tant besoin d'écriture, qui a tant besoin de réflexion et qui a tant besoin simplement de penser. Le ministre de la Culture a salué le combat de l'homme pour la professionnalisation des métiers du livre, pour le rendement de l'éducation et de la culture. Je voudrais lui dire merci pour l'immense œuvre qu'il a accomplie, qu'il laisse à la postérité, et lui exprimer toute la reconnaissance de la nation au nom du président de la République, de l'ensemble du gouvernement et à mon nom propre ainsi que de ceux de mes collaborateurs pour tout ce qu'il a fait pour la culture malienne, pour tout ce qu'il a fait pour la culture africaine, pour tout ce qu'il a fait pour la littérature universelle, dans l'espoir que Moussa Konaté fera des émules pour le grand bien et pour le progrès de la culture universelle. Moussa Konaté laisse derrière lui une épouse, 2 enfants et toute une nation affligée. Dors en paix. Chekne Amala Bakili s'est aussi éteint hier samedi des suites d'une longue maladie à l'âge de 75 ans. Député élu à Nioro de 2002 à 2007, Chekne Amala Bakili était membre de plusieurs associations et groupements de commerçants. Ses funérailles se sont déroulées cet après-midi dans sa famille à Badlabougou. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Et puis l'ORTM vous propose ce soir, après ce journal, une table ronde en hommage à l'écrivain Moussa Konaté, Ibrahima Diombélé et ses invités qui sont tous d'anciens collaborateurs du défunt. Nous parlerons à la fois de l'homme et de son œuvre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à nos téléspectateurs de Kidal qui reçoivent nos programmes à TV et radio depuis quelques jours. C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra demain à 10h à 13h avec Amadou Sankaré. Et pour les éditions du soir, vous retrouverez Ndé Sissoko à 18h et à 20h. Merci.